Soyez les bienvenus sur BFM Lyon pour votre rendez-vous gastronomique du jeudi dans votre assiette en partenariat avec Le Petit Paumé. Bonsoir Agathe Davier. Bonsoir Elodie. Ravie de vous retrouver pour cette émission. Et puis notre invité également cette semaine, tradition oblige, 3e jeudi de novembre, on va parler Beaujolais nouveau ce soir sur BFM Lyon avec Frédéric Sornin. Bonsoir à vous. Bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant, mais d'abord, on débute bien sûr cette émission avec les infos food, les 3 infos à retenir cette semaine dans le monde de la gastronomie lyonnaise. C'est avec Agathe, bien sûr. Et ça y est, Agathe, on connaît les 9 finalistes du championnat du monde du pâté croûte, institution ici à Lyon. Exactement. La dégustation à l'aveugle pour sélectionner les candidats a eu lieu la semaine dernière. 21 candidats avaient été préalablement sélectionnés sur dossier avant de passer devant le jury au Bristol à Paris. Finalement, ce sont 9 candidats qui ont été retenus pour représenter l'Europe, dont Jérémy Crozet, de la maison Crozet et Bello. Pour cette finale qui aura lieu à Lyon, des candidats venus des 4 coins du monde seront présents. L'Asie, Tahiti, l'Amérique seront représentés. Rendez-vous donc le 5 décembre prochain pour la finale du championnat du monde de pâté croûte. On vous donne même rendez-vous dès jeudi prochain puisque le finaliste lyonnais sera notre invité dans cette émission. Il pourra nous donner tous les secrets d'un pâté croûte réussi ici à Lyon. Vous nous donnez rendez-vous Agathe maintenant samedi rue du Port du Temple dans le 2e arrondissement. Que va-t-il se passer? Et oui, après un premier pop-up store ouvert au sein du village des créateurs sur la place Bellecour en mars dernier, la youtubeuse Marie Lopez, connue sous le nom d'Enjoy Phoenix, revient avec un nouveau pop-up installé cette fois-ci à 2 pas de la place des Jacobins. La particularité, elle va partager l'affiche avec les éclaireurs pâtissiers jusqu'au 27 novembre. Les éclaireurs présenteront un éclair exclusif né d'une collaboration avec Leaves and Clouds, qui est la marque d'Enjoy Phoenix. Suivi d'un second week-end dédié au chai latte avec les thés sur terre, au chocolat avec Diggers et au latte art avec les torréfacteurs Lutza. Ça ouvre ce samedi et je vous conseille d'y aller de bonne heure parce qu'il risque d'y avoir du monde. Oui, effectivement. Et puis on en parlait en début d'émission, le Beaujolais nouveau, ça y est, il est arrivé. Depuis minuit, il coule à flot et avec lui, évidemment, les célèbres sarmentelles de Beaujeu. Voilà, elles ont débuté hier et se termineront dimanche. La véritable fête du Beaujolais nouveau reste le rendez-vous international en l'honneur de la mise en consommation du Beaujolais primeur. Mais c'est maintenant aussi 5 jours d'événements. Mais alors, que va-t-il se passer pendant ces 5 jours? Marché gourmand, balades, dégustation de vins et de produits régionaux, fêtes nocturnes, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et le programme est à retrouver directement sur leur site internet. Et c'est parti très fort dès hier soir puisqu'il y avait 8000 personnes à Beaujeu pour déguster ce Beaujolais nouveau que vous nous avez apporté ce soir sur ce plateau. Frédéric Sornin, vous êtes membre du groupement d'artisans vignerons terroir originel. Depuis minuit, donc, ça y est, on peut enfin goûter le Beaujolais nouveau. Racontez-nous à quoi ressemble ce cru 2022. Il a quel goût cette année, le Beaujolais? Et ils sont tous différents puisqu'il y en a plein. Il n'y a pas un seul Beaujolais nouveau. Il y a autant de vignerons que de sortes de bouteilles. Donc chacun a sa typicité, bien sûr, chacun a son goût. Ça reste des vins fruités, faciles à boire, idéal pour se faire une petite soirée, pour se faire une petite fête. C'est du vin très sympa, arôme de fruits rouges. Cette année, bien mûr puisqu'il a fait chaud, sec, donc bien mûr, assez concentré. Mais très agréable à boire, bien sûr. C'est ça un qui bon fait son... millésime, donc 2022 pour le Beaujolais nouveau. Oui. Ça a été un petit peu stressant, on va dire. Hein. On a des métiers qui sont soumis aux aléas climatiques et bon, il a fait chaud, sec. Jusqu'au dernier moment, on était un peu sur le fil et puis finalement, ça s'est bien fini et la qualité est bonne, la quantité est bonne, tout est bien fini. Vous n'avez pas eu de problème? Je sais que certains vignerons se plaignaient justement de effectivement la qualité là cette année grâce aux températures qu'on a eues cet été notamment, mais certains ont moins de quantité cette année. Ce n'a pas été votre cas sur votre domaine? Personnellement, je fais du bio, hein, donc on est soumis à la forte concurrence, notamment de l'herbe dans les vignes. Donc, moi, j'ai commencé en 2006, ça fait déjà assez longtemps. J'ai des bons outils et dans le bio, le nerf de la guerre, c'est la lutte contre l'herbe, on va dire le travail du sol. Et nous, on a bien maîtrisé. Finalement, ça s'est bien fini. On a fait le volume qu'on voulait. Vous avez combien de bouteilles cette année à peu près sur votre domaine? À peu près 50 000. 50 000 bouteilles que vous exportez à l'étranger aussi. Oui, partout. On sait que le Beaujolais nouveau a beaucoup de succès à l'étranger notamment. J'ai des palettes qui sont parties au Japon, aux États-Unis.
au Norvège, au Danemark, un peu partout. Alors vous nous le disiez, votre Beaujolais nouveau, c'est un Beaujolais bio. Vous êtes la 9e génération de vignerons dans votre famille et vous avez fait évoluer évidemment la vigne avec ce choix de se convertir à l'agriculture bio en 2006 déjà. Vous étiez un peu précurseur, vous étiez un peu en avance sur certains vignerons, non, avec ce choix de se mettre au bio? Oui, on peut dire que quand j'ai commencé, effectivement, il n'y avait pas grand monde. Il y a toujours des gens qui ont fait du bio depuis la nuit des temps, donc il y avait. Mais par contre, dans ces années-là, il est arrivé avec la sensibilisation des consommateurs aux enjeux environnementaux, il est arrivé une vague de conversion en bio, et c'est vrai qu'on a été dans les premiers. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir un petit peu d'avance pour maîtriser les techniques et tout ça. Donc du coup, à l'époque, on a commencé... Passer au bio dans les vignes, ça apporte quel changement au quotidien et aussi sur le vin au final? C'est énorme, ouais. C'est énorme. Il faut tout réapprendre puisque dans la nuit des temps il n'y avait pas tous ces produits, hein, donc il faut tout réapprendre. Il faut arriver, il faut comprendre que la vigne c'est une culture en ligne. Il faut arriver à désherber une culture en ligne pérenne avec des outils. Il faut arriver à enlever l'herbe sur une ligne de plan sans les abîmer. L'herbe qui repousse sans arrêt, hein, parce qu'on n'est pas dans des climats... Donc il faut passer 5 ou 6 fois dans l'année, il faut arriver à faire le tour des cèpes sans les abîmer pour lutter contre l'herbe, plus les autres maladies qui se maîtrisent relativement facilement, mais l'herbe, par contre, c'est vraiment l'enjeu. Et s'il y a trop d'herbe, ça fait de la concurrence à la vigne et on fait moins de vin. Quand on voit les enjeux climatiques aujourd'hui, les évolutions, j'imagine que vous ne regrettez absolument pas d'avoir franchi ce cap en 2006, déjà d'être passé à cette agriculture bio? Oui, non, bien sûr, ça c'est la question, c'est presque la question inutile, j'allais dire, mais évidemment que non, on reviendrait pas en arrière. Moi, je fais partie de la génération où on a connu l'arrivée de tous les produits, on va dire, hein. Et là, bien sûr, maintenant, on voit qu'on arrive à s'en passer, donc évidemment qu'on fait pas machine arrière. Alors, je vais vous demander de montrer à nos téléspectateurs, peut-être vous êtes venu donc avec votre cuvée Victor Sornin, c'est votre fils, voilà. Victor, peut-être si vous pouvez, non, regardez, voilà, vous pouvez la monter un petit peu. Voilà, donc ça c'est votre cuvée bio et également la cuvée Ubuntu du Beaujolais bio aussi qui fait partie du groupement d'artisans vignerons terroir originel. Comment est née cette cuvée? Vous pouvez nous raconter? Alors Ubuntu c'est un proverbe africain qui veut dire ensemble on va plus loin. Donc dans le groupement terroir originel, on est plusieurs à faire du bio, hein, puisque maintenant il y a quand même pas mal de vignerons qui se convertissent au bio. On est plusieurs. Donc on a voulu faire une cuvée où on peut se mettre à plusieurs pour la faire, puisque comme on a dit tout à l'heure, ils sont tous différents. Donc si on veut arriver à faire un vin qui a on va dire l'ensemble de tout le monde, on se met à plusieurs, on peut donc dans cette cuvée, elle a pour vocation, on pourra une année, ça peut être moi qui l'a fait si j'ai du volume pour la faire, si mon vin correspond à ce qu'on veut pour la cuvée. Si l'année prochaine j'ai pas parce que j'ai un incident climatique, un autre vigneron peut prendre le relais. Si demain on a une grosse commande, on peut se mettre à plusieurs pour la faire, puisque dans le bio, la quantité elle est bien plus aléatoire qu'en culture normale, on va dire. Donc du coup, on peut se mettre à plusieurs et ensemble, on va plus loin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, c'est Ubuntu est né comme ça et on a fait cette cuvée. Et rassurez-nous, le Beaujolais nouveau, il a souvent eu une image pas très très bonne de piquette. C'est plus le cas aujourd'hui, on est d'accord, c'est un vin de qualité. On peut y aller sans problème. Bien sûr, bien sûr. Le Beaujolais... Il a fait des énormes efforts ces dernières années, puisque c'est vrai qu'on a subi une crise, il a été décrié. Par contre, là, il y a toute une génération de jeunes. Entre autres, c'est pour ça, avec Victor, mon fils, les jeunes qui font du vin, du bio, du vin nature, du vin sans sulfite. Et ça redonne un élan. Et du coup, le Beaujolais est en train de reprendre une super cote grâce à tous ces jeunes qui vont arriver pour redynamiser la région. Ah voilà, n'hésitez pas, vous n'avez plus qu'à le déguster maintenant, ce Beaujolais nouveau à consommer, bien sûr, avec modération. Merci Frédéric Sornin, vous restez avec nous pour la fin de cette émission. On passe tout de suite à un chef, une recette. Et on retrouve Eline Dany, bien sûr, qui a investi depuis plusieurs semaines les cuisines de l'Allée Briquet de la chef Carla Kirsch. Dernier rendez-vous cette semaine avec la chef mexicaine. On est de retour dans les cuisines du restaurant l'Allée Briquet sur le plateau de la Croix-Rouge. Je suis toujours avec Carla et comme d'habitude, on vous a fait entrée, plat, dessert et cette fois, c'est la recette à base d'un produit typiquement lyonnais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Carla?
Aujourd'hui, on va faire une gordita qui est un tortilla de maïs épaisse avec 2 ingrédients bien lyonnais. Donc, les gratons lyonnais, qu'on connaît tous. Un peu d'escargot aussi pour aller au beurre de piment. Et pour cette gordita, on aura besoin d'un produit un peu spécifique, mais qu'on peut remplacer facilement par de la farine de maïs. Donc, ça sera de la farine de maïs nixtamalisée. Ok, donc c'est moitié lyonnais, moitié mexicain. Exactement. Parfait. Eh ben allons-y, on commence par quoi? Super. On va d'abord concasser nos gratons. D'accord. Pour ensuite les intégrer à la pâte. Ok. Est-ce que tu veux mettre la main à la pâte? Ah bah oui, carrément. Super, allez. Allez. Par contre, on risque de se brûler un petit peu la main. Ok. Parce qu'il faut rajouter de l'eau chaude. C'est pas grave. Donc si tu veux, on peut commencer avec un spatule. Mais ensuite, il va falloir la travailler à la main, ok? Ok. Plus l'eau est chaude, plus la pâte, elle sera flexible. Ok. Donc tu vas juste intégrer tout. Ok. Et quand je te dis stop, il va falloir passer à le faire à la main. Ok. On va rajouter notre graton Directement dedans. directement dedans. Il faut vraiment que notre pâte il Ah. ressemble à ça. Ok? Ok. Bon, t'as vu, il n'y a rien, plus Ouais, rien il y a sur ma plus main. rien sur tes mains, ouais. Donc, après, on va faire des petites galettes. On va faire comme ça avec l'intérieur des mains. En essayant de la garder d'une forme bien ronde. Ouais. Ça va? Super! mal. C'est même meilleur que la mienne. Donc là, on a du piment séché, Oui. des escargots et Oui. du beurre. Et de l'ail et de l'échalote. Sur une poêle bien chaude, on va mettre du beurre. Ouais. On On rajoute met nos petits escargots. nos escargots. Et ensuite, on va rajouter nos piments. Et on va mettre nos gorditas à cuire sur le feu. Hop. À feu moyen. On va l'ouvrir. Ouais. Et ensuite, on va garnir avec nos escargots. On servira avec un petit peu d'oignon rouge au vinaigre. Et ensuite, comme si on était dans la rue au Mexique, dans un petit sachet. Ah, Voilà. magnifique. Bon, bah, je vais goûter alors. Franchement, je survalide, c'est vraiment super bon. Il y a vraiment un mélange entre le goût de l'escargot et le côté mexicain. Bon, bah voilà. Merci beaucoup, Carla, pour ces 4 semaines. Merci Vraiment. à toi. C'était 4 super recettes bien généreuses, bien intéressantes à cuisiner et à devoir faire. Donc, merci beaucoup. Merci. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau chef. Allez, on fait vite, on n'a plus beaucoup de temps, mais rendez-vous incontournable, les recommandations du petit paumé. Agathe, vous nous emmenez où cette semaine? Ce week-end, on vous propose de découvrir la fondue chinoise de chez Din Dong dans le 6e arrondissement. Donc si vous ne connaissez pas le principe, c'est très simple. Vous placez un bouillon au centre de la table et vous y mettez les ingrédients de votre choix. Celle de chez Din Dong, c'est un régal assuré. Merci Agathe, on se retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée.